Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, je pense, risque d'être extrêmement longue puisqu'il va s'agir de la vidéo relecture de La Faucheuse. Vous n'êtes pas sans savoir que je me suis lancée en début du mois, donc on arrive à la fin du mois de mars, donc début du mois de mars, je me suis lancée dans la relecture complète de la saga de La Faucheuse. Je me suis relancée dans cette relecture pour plusieurs raisons. La première étant que je me suis acheté en début d'année le troisième et dernier tome de la saga, donc voilà. Et deuxième raison, et pas des moindres, parce que je me souvenais absolument plus du tout de ce qui se passait dans les deux premiers tomes, enfin surtout du deuxième. En ce qui concerne cette relecture, eh bien c'était aussi une expérience à laquelle je voulais me tester parce que je n'ai absolument jamais fait d'expérience de relecture de saga entière. J'ai déjà lu à plusieurs reprises une même histoire, un même tome, Harry Potter par exemple, pour n'en citer qu'un, et le seul que j'ai lu d'ailleurs de toute ma vie, que j'ai relu plusieurs fois, et bien c'était Harry Potter. Et j'ai jamais relu toute une saga entière, j'ai jamais relu par exemple tous les Harry Potter, j'ai jamais relu vraiment toute une saga entière, je n'ai jamais vraiment fait ça, et donc je me suis dit que La Faucheuse étant en 3 tomes, ça pouvait se faire assez rapidement. Je voulais juste savoir ce que ça faisait de rester bloqué dans un univers pendant toute la durée de l'histoire en fait. Donc je savais que 3 tomes c'était largement suffisant pour ma première expérience de relecture parce que je sais que j'ai tendance à vouloir couper mes lectures. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'attends toujours un an avant de continuer une saga. Par exemple La Faucheuse, j'ai lu le premier tome il y a 2 ans, j'ai lu le deuxième tome il y a 1 an, et voilà que la 3e année je lis enfin la fin de cette saga. Donc voilà, j'ai toujours voulu, j'ai toujours mis du temps à lire une saga, j'ai toujours mis du temps à lire des livres qui faisaient partie du même univers, et je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça, et je fonctionne comme ça. Et donc je voulais savoir ce que ça faisait de rester bloqué dans un même et seul univers pendant toute la durée de la lecture de la saga. Alors cette expérience de relecture de toute la saga de La Faucheuse m'a duré à peu près pendant 1 mois. Je pense que ça aurait pu durer moins longtemps, mais j'ai fait avec mon rythme de lecture et avec le temps que j'avais à y consacrer. Et il faut croire que ce mois-ci, ça a été coup-ci coup-ça. Il y a des semaines où j'ai tout le temps essayé de garder un rythme de lecture par contre, parce que je me suis dit que si je me forçais pas à lire un petit peu tous les jours, eh bien j'allais pas du tout avancer dans ma relecture et j'allais forcément à un moment donné laisser le livre de côté et partir sur autre chose. Au-delà de ne pas être chez moi, quand j'y étais, eh bien j'avoue qu'Animal Crossing et les Sims n'ont pas forcément arrangé la chose puisque j'ai perdu beaucoup de temps dessus à jouer, mais bon c'est pas grave. Alors je vais essayer de construire un minimum cette vidéo. Déjà j'ai tout noté sur mon PC qui est juste à côté de moi, tout ce que je voulais vous dire, tous les points important que je voulais faire dans cette vidéo, et j'ai essayé de construire cette vidéo de façon un peu structurée. Un peu. Pour chaque tome, je vais vous faire un résumé de l'histoire, ce que j'ai pensé, et à la fin, je vous ferai un retour global sur l'expérience de relecture. Je voulais juste faire un petit point avertissement avant que la vidéo débute. Je risque de... c'est pas que je risque, c'est que je vais faire vraiment beaucoup de spoil de l'histoire étant donné que je vais parler de la saga entière. Donc évidemment le premier tome, une fois que j'aurai fait le résumé, je vous mettrai sur l'écran un petit alerte spoil pour vous dire après ce qui se passe. Si vous avez lu le premier tome, dans ce cas là il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer la vidéo. Si après je ferai la même chose ensuite pour le deuxième tome, pour le troisième, comme ça vous pouvez regarder la vidéo et vous arrêter quand bon vous semble. Si vous ne souhaitez pas être spoilé de l'histoire, si vous l'avez pas lu, si vous l'avez pas terminé, et bien n'hésitez pas à mettre pause et puis y revenir très certainement quand vous aurez lu la saga. Mais en tout cas c'est sûr que je vais spoiler l'histoire, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à partir dès les débuts du spoil. Dans le premier tome de La Faucheuse qui se présente comme ceci, il est assorti à moi en plus de ça, voilà, j'ai pas fait exprès mais bon c'est sympa. On va rentrer dans un univers qui est assez spécial, vraiment je trouve que le premier tome c'est le commencement, évidemment, oui, c'est sûr, mais ça ancre vraiment dans l'univers de La Faucheuse qui est vraiment incroyable. Donc on arrive dans un univers assez particulier où la mort naturelle n'existe plus. En fin de compte, toute la vie est gérée par une intelligence artificielle qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus d'accident, bref, une vie
sans encombre. Chacun peut vivre la vie qu'il souhaite, chacun peut avoir l'âge qu'il souhaite aussi. Il y a cette technique de se reprogrammer à un âge que l'on souhaite. Donc dès qu'on arrive à un âge trop avancé et qu'on veut rajeunir, eh bien on demande à se faire reprogrammer à un âge plus jeune. Et puis voilà, vous pouvez, en fait c'est un monde parfait, vous pouvez vivre la vie que vous souhaitez, avoir l'âge que vous voulez et ne jamais mourir d'accidents, de maladies, bref, c'est plutôt pas mal comme ça. Mais dans cette vie de rêve, il y a quand même une petite part d'ombre, puisqu'il existe une profession, une communauté, les faucheurs, qui vont s'occuper en fait de glaner la population. Bien évidemment, il faut régulariser un petit peu, parce que sinon il y aurait beaucoup trop de monde à vivre sur Terre et ça serait pas possible, ça serait juste ingérable. Il y aurait juste pas assez de place en fin de compte sur Terre pour que tout le monde puisse y vivre en étant heureux. Le but de ces faucheurs est de glaner quotidiennement des personnes suivant des critères bien spécifiques. Donc en fait c'est des situations, on va dire, dans lesquelles ils auraient pu mourir si la mort avait été encore d'actualité. Et eux juste choisissent leur personne et vont dire bah alors vous êtes sélectionné pour un glanage et vous allez mourir de telle maladie, de telle chose, de machin truc. Bref, c'est les faucheurs en fait qui choisissent comment vous allez mourir en fin de compte. Maintenant que je vous ai mis un petit peu en place l'univers de ce roman, on va parler des choses qui se passent vraiment à l'intérieur. On va y suivre deux adolescents, donc Rowan Damisch et Citra Terranova. Ces deux personnages vont être remarqués par un faucheur, Maître Faraday, qui va vouloir les prendre sous son aile en tant qu'apprenti faucheur. Alors il faut savoir que pour accéder au métier de faucheur, il ne faut surtout pas vouloir le faire. C'est un peu contre-indicatif, mais en gros, vous pouvez pas apprécier faire mourir des gens. Ce qui fait que Rowan et Citra ne sont pas forcément très enjoués à l'idée de faire partie de la communauté des faucheurs, d'être apprentis faucheurs en fait. Vous vous doutez bien que dans ce roman il va forcément se passer des petites choses. Il faut savoir que logiquement un faucheur n'a le droit de prendre qu'un seul apprenti, donc le fait que Maître Faraday en ait pris deux pose un petit peu problème à la communauté des faucheurs. Ils ne sont pas forcément d'accord avec cette décision et vont trouver une façon de faire un petit peu payer Maître Faraday d'avoir pris ces deux faucheurs. Ces deux apprentis vont être en gros confrontés à un problème de taille, puisqu'à la fin de leur apprentissage, le meilleur d'entre eux va devoir glaner l'autre en tant que premier glanage officiel de faucheur. Voilà ce qu'il en est du résumé. Maintenant on va partir sur la partie un petit peu plus spoil de l'histoire. Alors j'ai beaucoup aimé ce premier tome, donc je me souviens celui-ci, pour sûr je me souviens avoir eu un énorme coup de cœur lorsque je l'avais lu la première fois. Est-ce que c'est toujours un coup de cœur aujourd'hui après l'avoir relu 2 ans après la première fois? Je ne suis pas certaine. Je pense que c'est parce que je n'ai plus l'effet de surprise de l'histoire, puisque je me souvenais absolument de tout ce qui se passait. Je me souvenais des personnages, je me souvenais de comment ils allaient, on va dire, se développer et comment l'histoire allait se terminer. Et du coup j'avais plus du tout l'effet de surprise des actions qui vont être mises en place. C'est un peu dommage ce côté là, parce que du coup c'est vrai que ça enlève un petit peu de magie de la première lecture du roman. Mais n'empêche que ça a été une excellente lecture quand même. Je reste basée sur le fait que ça a été un coup de cœur lors de ma première lecture, parce que je pense que c'est celle-là qui compte le plus. Alors dans ce tome, on va suivre évidemment Citra et Rowan en tant qu'apprentis faucheurs, mais on va aussi suivre un petit peu plus de loin la décision de Maître Faraday, qui se mord un petit peu les doigts d'avoir pris 2 apprentis faucheurs, puisqu'il se dit qu'à la fin, un des deux va devoir mourir. Et Maître Faraday est vraiment très attaché à ces 2 personnes, en fin de compte, qui sont Citra et Rowan. Ils ont vraiment créé un lien en peu de temps entre un maître et ses apprentis, et ce qui fait qu'ils s'en mordent les doigts de devoir dire adieu à l'un ou l'autre. Donc il essaye de réparer un petit peu ses erreurs et il décide de simuler en fait sa mort. On apprend que Maître Faraday est mort. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas les conséquences, on ne sait pas de quelle façon, mais on pense que c'est un... Il y a des histoires en fait entre les faucheurs à ce moment-là, et on pense que c'est un autre faucheur qui a tué l'autre, même si c'est interdit par la loi et les communautés des faucheurs. Rien n'empêche quelqu'un qui l'ait poussé au suicide ou ce genre de choses. Donc Maître Faraday en fin de compte disparaît de l'histoire parce qu'il pense que en mourant, il laisserait la vie sauve à Citra et à Rowan, qui reprendraient leur vie
d'avant, en fin de compte, avant de connaître la communauté des faucheurs, avant de rentrer en tant qu'apprenti faucheur. Bref, ils reprendraient leur vie et ne seraient pas glanés à la fin de leur apprentissage. Mais ils ne pensaient pas que dans la communauté, eh bien, on pouvait reprendre les apprentis des autres faucheurs, ce qui fait que Maître Godard, le méchant Maître Godard, va prendre sous son aile Rowan, et que Dame Curie, pour éviter que Maître Godard ait les deux apprentis avec lui, va décider de prendre Citra sous son aile, et donc tous les deux ils vont faire leur apprentissage chacun de leur côté, mais ça va pas non plus se passer comme Maître Faraday aurait voulu, puisque ces deux personnes vont quand même devoir faire un face-à-face en fin de compte à la fin de leur apprentissage. La communauté a été stricte là-dessus et veut toujours ce combat entre apprentis et faucheurs, parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait une connexion entre ces deux personnages principaux, et donc ils ont envie de faire un drama en fait. Donc à la fin de l'histoire, on est forcément obligé de passer par ce face-à-face ultime, et donc Citra, qui sort meilleure de cet apprentissage, va devoir malheureusement glaner Rowan, et ça lui brise le cœur parce qu'elle a vraiment créé un lien avec Rowan et elle ne peut se dire qu'elle va le tuer. Une fois qu'elle arrive au rôle de faucheur, elle obtient sa robe, son nom officiel de faucheur, et elle obtient aussi sa bague d'immunité. Donc après un petit stratagème de sa part, elle va permettre à Rowan, lors d'un combat en fait, elle va permettre à Rowan de partir et d'être immunisé. Donc Rowan s'enfuit et Citra, lui en mis son poing dans sa gueule avec la bague, va lui permettre de posséder l'immunité pendant 1 an, donc va pouvoir se cacher pendant 1 an, qu'aucun faucheur ne pourra le tuer puisqu'il est immunisé pendant 1 an. Voilà en ce qui concerne le premier tome. On suit vraiment l'apprentissage de ces deux personnages, donc on s'accroche énormément en fin de compte à ces deux personnages qui sont Citra et Rowan, mais aussi à tous les maîtres et à toutes les dames aussi qui sont des faucheurs, à tous les faucheurs en fin de compte. Et on en apprend un petit peu plus sur le fonctionnement de la communauté, même si tout ça reste encore un petit peu flou. Vraiment le premier tome sert à mettre en place l'environnement, à mettre en place l'univers de cette saga, et donc on a encore beaucoup de questions face à tout ça. Est-ce que Rowan va s'en sortir? Comment il va faire pour ne pas se faire tuer ou se faire emprisonner par d'autres faucheurs, puisque en fin de compte il fuit la communauté, donc à un moment donné on se demande vraiment que va devenir Rowan Damisch, voilà, vraiment. Et puis on se dit aussi surtout qu'est-ce que va faire Citra, étant donné que elle a clairement trahi la communauté des faucheurs, ou même pas d'1 heure où elle a été faucheur. Bref, à la fin de ce premier tome, on a vraiment beaucoup de questions en tête. Il y a des éléments qui se mettent en place aussi, donc je vous garde des choses quand même un petit peu secrètes. Là je vous ai clairement dit le fil conducteur de l'histoire, mais il y a vraiment des histoires il y a vraiment d'autres points qui viennent se mêler à l'histoire, qui sont hyper intéressantes aussi et qui nous font nous poser énormément de questions par la même occasion. Mais lorsqu'on finit en fait ce tome, on a juste une envie de lire le deuxième en fin de compte. En ce qui concerne le deuxième tome, donc voilà, celui-ci, le vert Tendered, eh bien les choses vont se corser un petit peu dans celui-ci. Pour le coup, ça a été vraiment une très bonne lecture ce deuxième tome. Donc une année est passée depuis que Rowan est parti et a décidé de s'enfuir, de se cacher de la communauté des faucheurs. De son côté, il fait son travail en tant que maître Lucifer. Il est toujours, on va dire, attaché et accroché à la communauté des faucheurs étant donné qu'il n'a pas été glané. Voilà. Et donc son rôle en fait à Maître Lucifer, c'est de glaner et immoler des faucheurs qui sont corrompus, qui ne respectent pas les valeurs des faucheurs, et ces glanages ne sont pas forcément bien vus par la communauté des faucheurs. De son côté, Citra Terranova est devenue Dame Anastasia, et elle glane ces sujets avec beaucoup de compassion, puisqu'elle leur permet de choisir la façon dont ils vont être tués. À la base, les faucheurs, ils viennent vous voir, ils vous tuent à la façon dont eux ont choisi de vous tuer. Et Citra, la différence c'est que elle essaie de donner la parole aux personnes qui vont être glanées et de faire en fait leur dernière volonté, puisqu'ils vont pouvoir choisir la façon dont ils vont être glanés. Mais le problème de ce choix, c'est que ça s'oppose aux idéaux du Nouvel Ordre. Donc le Nouvel Ordre, ça a été instauré par Godard. En gros, dans la vision de Godard, être faucheur, c'est prendre du plaisir à tuer les gens, quoi. Vraiment, c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, Dame Anastasia va être confrontée à une attaque surprise, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle va décider de mettre en place un grand changement dans la communauté des faucheurs et se rebeller contre Godard et ses sbires. Dans ce roman, on fait aussi la connaissance d'un nouveau personnage, Grayson Tolliver, qui va, pour le coup,
être mis en place dans ce roman, mais qui va être surtout un personnage principal du troisième et dernier tome. Cet homme n'est pas du tout un faucheur, n'a rien d'exceptionnel, il a une vie lambda et à un moment donné, il va permettre au Thunderhead de communiquer plus facilement. Alors il faut savoir que le Thunderhead, donc l'intelligence artificielle qui régit en fait la planète, eh bien voit tout, entend tout et voit tout aussi ce que font les faucheurs, la communauté des faucheurs, mais n'a pas le droit d'interagir dans les faits et gestes des faucheurs. Et comme il n'a pas le droit de parler directement aux faucheurs, il va parler via Grayson Tolliver pour lui dire eh bien Citra est en danger, donc il va falloir que tu l'aides. Il lui dit pas ça comme ça, mais il lui fait comprendre qu'il y a un problème et qu'il doit faire quelque chose. Il va vraiment être le point de liaison entre le Thunderhead et les faucheurs. Alors ce deuxième tome est je trouve plus complexe que le premier parce qu'on y suit beaucoup plus les faits et gestes du Thunderhead et aussi on connaît un peu plus son fonctionnement et ses limites et on suit beaucoup plus de personnages aussi dans cette histoire. Et alors ce qui va se passer dans la suite de l'histoire est tout aussi intéressante puisque il ne faut pas oublier que dans ce tome là on est toujours, enfin Maître Faraday est toujours soi-disant mort. Il ne fait pas beaucoup d'apparitions dans ce tome-ci, mais on le suit de temps en temps dans ses recherches parce qu'il veut trouver l'île de Nod, donc c'est l'île des fondateurs de la communauté des faucheurs et il pense trouver une solution sur cette île pour mettre fin à Godard, mettre fin au problème de la communauté des faucheurs. Autre petit point, la serpe suprême Xénocrate va vouloir quitter ses fonctions et donc la communauté des faucheurs va devoir choisir une autre serpe suprême. Donc évidemment il y a une petite histoire politique qui se met en place dans cette histoire et dans ce tome puisque Maître Godard va être face à face avec Dame Curie dans ce combat en fait de serpe suprême à qui aura la chance et le pouvoir d'avoir ce rôle unique et ce rôle qui possède beaucoup de pouvoir puisque vous pouvez gérer beaucoup de choses quand vous êtes serpe suprême. Mais lors de l'élection, eh bien, il y a un petit problème parce que Maître Godard n'est pas vraiment entièrement lui. Car à la fin du premier tome, je vous l'ai pas dit, mais à la fin du premier tome, eh bien Rowan va essayer de tuer en fait Godard et ses sbires. En tout cas, il y en a deux qui vont ressusciter de cette attaque par le feu, c'est-à-dire Maître Godard et Dame Rand. Donc Maître Godard a été brûlé presque entièrement et Dame Rand a réussi à récupérer sa tête, son visage, pour pouvoir le mettre sur le corps de quelqu'un d'autre afin qu'il puisse ressusciter, afin qu'il puisse reprendre son pouvoir qui lui est dû et sa place qu'il souhaite. Mesdames Anastasia en profite pour mettre en avant la capacité de Godard à être serpe suprême puisqu'il n'est pas vraiment lui-même quoi. Donc un procès va être alors mis en place et Godard va devoir se défendre comme pas possible pour prouver qu'il est lui-même, qu'il est totalement apte à avoir cette place de serpe suprême. Ce procès va être effectué sur l'île d'Andura. Donc l'île d'Andura en fait compte c'est une ville flottante. C'est une ville flottante où se retrouve toute la communauté des faucheurs. Et lors de ce procès, eh bien, Maître Godard pense avoir l'arme suffisante pour le faire passer du bon côté, on va dire, et lui faire avoir la place de serpe suprême, puisqu'il a réussi à capturer Maître Lucifer, donc Rowan Damisch. Et vu que tout le monde cherchait Rowan et que lui a réussi à l'avoir et à le capturer, eh bien, il pense que c'est cette prouesse qui va lui permettre de reprendre ses fonctions et d'être éligible à la place de serpe suprême. Mais malheureusement pour lui et avec un petit retournement de situation, eh bien son acolyte Dame Rand va décider de libérer Rowan, lui dire maintenant tu t'en vas, tu fais ce que tu veux, je veux pas te voir. Et du coup va évidemment un petit peu mettre dans la mouise Maître Godard qui du coup n'a plus son arme secrète sous la main. Et donc Dame Rand va prendre la place de serpe suprême puisque eh bien comme l'un des deux est éliminé, c'est l'autre qui prend la place. Godard très en colère décide de partir de l'île, mais avant de partir il va décider de faire sombrer Andorra, l'île d'Andorra, donc l'île des faucheurs avec tous les faucheurs qui sont dedans, puisqu'il se dit que si lui n'a pas le droit à avoir sa place, eh bien il va la prendre de force. En faisant tuer tout le monde, eh bien il aurait forcément la place et la liberté de faire ce qu'il veut. Évidemment à un moment donné, Rowan va rejoindre Citra et Dame Curie va les enfermer dans un coffre sécurisé et hermétique où se trouvent en fait tous les joyaux de la communauté, donc toutes les choses hyper chères à la communauté des faucheurs, et donc ils vont se retrouver tous les deux enfermés dans ce coffre parce qu'à l'intérieur de ce coffre ils pourront encore vivre. Même si ils sont découverts que quelques années plus tard, ils pourront encore être ressuscités par la suite parce que leur corps
ne serait pas mangé par les requins et par les animaux qu'il y a autour. Malheureusement, tous les autres faucheurs qui étaient présents sur cette île flottante, sur cette ville flottante, eh bien vont évidemment malheureusement mourir et vont être dévorés par les requins. Le roman se termine sur une pointe vraiment assez triste puisqu'à la fin du roman, on va suivre évidemment le coffre avec Rowan et Citra à l'intérieur qui va juste sombrer au fond de l'océan, et avec la température négative, eh bien leurs corps vont ne plus pouvoir se réchauffer et ils vont mourir de froid dans les bras l'un de l'autre. Ce tome, je trouve, est beaucoup plus détaillé que le premier tome et je le trouve beaucoup plus beau en fait dans la façon d'être écrit, dans la façon d'être mis en place. J'avais lu ce tome là donc du coup il y a un an, mais alors j'avais plus aucun souvenir de ce qui se passait, donc j'ai vraiment fait, en fait ça a été vraiment une découverte de lire ce tome là. Et quelle belle découverte, parce que ça a été vraiment un tome exceptionnel. Il se passe beaucoup de choses, mais on sent que ça bouge. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'actions, de retournements de situation aussi. Évidemment, je vous les ai pas toutes dites parce que sinon il me faudrait des heures et des heures pour vous expliquer ce qui se passe dans chaque tome. Mais dans celui-ci, il se passe beaucoup de choses et tout est bien fait, tout est lié, tout est cohérent, et ce qui fait que j'ai vraiment adoré lire ce tome. Encore une fois, eh bien, Neal Shusterman a le talent pour nous faire voyager dans un autre univers et surtout nous faire une fin d'histoire digne des plus grands films catastrophes. Parce que évidemment qu'on a envie de lire le troisième tome, évidemment qu'on veut savoir comment ça se termine. Il y a tout le monde qui est en train de mourir et on nous dit clairement qu'il y a un troisième tome qui sort. Bon... Voilà quoi, forcément on veut le lire. On sait que Citra et Rowan vont finir par être ressuscités parce que leur corps étant encore intact, ils vont pouvoir remettre en place tout leur système pour qu'ils puissent vivre à nouveau. Parce que si vous n'êtes pas glané par les mains d'un faucheur en fait, et que votre corps est encore entier, eh bien on peut vous ressusciter, le Thunderhead peut ressusciter votre corps. Voilà, ça fait partie des choses plutôt sympas. Vous pouvez pas vraiment mourir si votre corps n'est pas détruit et que vous n'êtes pas tué de la main d'un faucheur. Mais on sait pas, en fait, on sait pas quand leurs corps vont être récupérés, on sait pas si ça sera rapide, si ça sera dans longtemps, est-ce que Godard aura pris le pouvoir d'ici là, comment la vie sera menée, est-ce que la communauté des faucheurs aura totalement changé, bref, on se pose vraiment beaucoup de questions à la fin de ce troisième tome, surtout qu'on reste sur une fin qui est vraiment triste, qui est vraiment horrible, donc on se dit mais tout peut se passer, tout peut se jouer lors de ce troisième tome. Et ce troisième tome est étonnant, mais quand je vous dis qu'il est étonnant, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai clairement décroché de l'histoire. Je sais pas si c'est parce qu'il est gros, je sais pas pourquoi, mais mon corps a décidé de ne plus suivre, mon cerveau a décidé de ne pas réfléchir, et donc à un moment donné je me suis perdue dans l'histoire, mais vous allez vite le comprendre quand je vais vous expliquer que y a tout qui se mélange dans ma tête. Alors voici le troisième tome, donc le Glaze. Alors je m'attendais à ce qu'il se passe des choses, je m'attendais à beaucoup de choses, mais alors je m'attendais peut-être pas à que ça soit aussi énorme que ça, et que y ait ces choix qui aient été pris. Sans grande surprise, eh bien on va retrouver évidemment Citra et Rowan qui vont être ressuscités, mais Godard ayant pris le pouvoir de la communauté des faucheurs, eh bien a lancé la rumeur que c'était à cause de Rowan, donc de Maître Lucifer, si l'île d'Endura avait sombré et si tous les faucheurs avaient été tués. Donc évidemment tout le monde en veut énormément à Rowan, alors que le pauvre il a rien fait, mais vu qu'il c'était la cible facile parce que il avait fui la communauté des faucheurs pendant un an, et que au moment où il réapparaît, il se passe une catastrophe de ce genre, eh bien c'était facile pour Godard en fin de compte de mettre toute la faute sur lui. Donc ce qui va me faire que quand ils vont retrouver Citra et Rowan, eh bien Rowan va être mis directement en prison parce que évidemment mon coco t'as tué tout le monde à un moment donné, donc et ta parole en fin de compte a très peu de chances de compter dans ce que pensent les gens. Et Citra de son côté, eh bien va être bien traitée. Pour le coup, elle, c'est quand même une faucheuse, c'est une grande faucheuse qui a fait bouger les choses dans le deuxième tome, et donc va être vraiment bien accueillie, avec beaucoup de gentillesse et tout, mais va apprendre évidemment la mort de Dame Curie et la prise de pouvoir de Godard, et à ce moment-là, eh bien ça va être très compliqué pour elle de suivre de ce côté, de se remettre correctement de tous ces éléments. Dans ce tome-ci, eh bien, on retrouve aussi un personnage qui a été mis en avant et qui a été découvert dans le deuxième tome, qui va être Grayson Tolliver.
Donc Grayson Tolliver va prendre un pouvoir et une place assez importante dans ce 3e tome puisqu'il s'agit du Glaze en fait. Suite à la catastrophe d'Andorra, eh bien le Thunderhead va péter un plomb en fin de compte et celui qui parlait à tout le monde, en fait le Thunderhead c'est un petit peu comme Google, c'est que t'as une question, sauf que c'est dans ta tête, donc si t'as une question, eh bien le Thunderhead va te répondre, va t'aider, va te conseiller, bref, un Google dans ta tête. Et donc à la base il parlait à tout le monde. Sauf que, eh bien, après cette catastrophe, il va décider de ne plus parler à personne. C'est le seul à entendre la voix de cette intelligence artificielle et le seul à pouvoir aider toute la population puisqu'il a les réponses à tout. Ce qui fait que la religion des thonistes, ceux qui pensent en fin de compte que le Thunderhead n'existe pas vraiment mais que c'est plutôt une force suprême, un être divin qui est à la base de tout ça, va penser que Grayson Tolliver est un dieu. Clairement, ils vont le mettre à la place de Dieu et ils vont le mettre sur un piédestal beaucoup plus important que cette personne, en fait, qui est juste un garçon lambda. Mais il va prendre quand même ce rôle au sérieux et il va vouloir être le Glaze, va vouloir aider toutes les personnes qui le veulent. Donc cette partie-là était intéressante et je dois bien vous avouer qu'à partir de maintenant, les choses vont se compliquer un petit peu. Donc là, en gros, ce que je vous ai dit, c'était pas tellement du spoil puisque c'est des choses qui en découlent un petit peu de la fin du 2e tome. Et ce qui va se passer par la suite, mon cerveau n'a pas tout capté, clairement. Et toutes ces histoires se sont entremêlées dans ma tête et à un moment donné j'ai dû louper un chapitre ou peut-être plusieurs, je crois que j'ai loupé au moins 100 pages parce que j'ai plus du tout suivi l'histoire. Alors, en gros, je sais même pas comment je me dépatouiller de cette histoire parce que je n'ai pas compris en fin de compte ce qui s'est passé dans ce roman, donc c'est compliqué. En gros, Maître Faraday a enfin trouvé l'île de Nod. Donc l'île de Nod, c'est l'île des fondateurs de la communauté des faucheurs qui cherchaient durant le 2e tome. Il l'a enfin trouvé en 3e tome, mais en gros parce qu'il a échoué dessus l'île. Voilà, parce que cette île est pas visible sur les radars, c'est comme si elle n'existait pas. Donc il a juste trouvé comme ça, en échouant sur l'île et en se disant c'est cette île en fait, parce que bon, il y a des bâtiments, il y a des trucs des faucheurs, donc évidemment tu peux pas te tromper, tu sais que c'est cette île, l'île des fondateurs de la communauté des faucheurs. Donc il se retrouve sur cette île à un moment donné avec plusieurs personnes, parce que il arrive sur cette île avec une personne qui le suit tout au long de ses recherches, Mimira, et en gros un autre bateau va échouer sur cette île et donc des personnes en fait tout à fait lambda vont être avec lui sur cette île, ils vont être pendant plusieurs années, il me semble, pendant 3 ans je crois que c'est ça, à vivre sur cette île, à construire des choses, mais étant donné que l'île est dessous les radars et qu'elle n'existe pas, il n'y a aucun moyen de parler au Thunderhead, étant donné que en plus il n'a plus le droit de parler à quiconque, qu'il ne parle pas aux faucheurs, donc que Maître Faraday ne sert pas à grand chose en fin de compte, eh bien ils savent pas ce qu'ils veulent faire, enfin ils savent pas ce qu'ils vont faire sur cette île, ils savent pas pourquoi ils ont atterri ici, et il n'y a aucun moyen d'être secouru de cette île puisqu'elle n'existe pas vraiment. En tout cas sur les cartes elle n'existe pas. Donc ils vont essayer de trouver une solution pour discuter avec le Thunderhead malgré qu'ils ne puissent pas vraiment lui parler. Donc une personne va être assignée pour créer un vocabulaire en fin de compte pour pouvoir discuter avec le Thunderhead, lui envoyer des demandes et puis que lui puisse faire arriver sur l'île des choses pour mettre en place en fait des bâtiments. Et alors, le Thunderhead en fait va leur envoyer des choses à construire, des matériaux pour construire des fusées. Voilà, des fusées, plusieurs fusées à construire sur cette île. Et ensuite, ces fusées vont servir à aller vers d'autres planètes pour coloniser en fin de compte d'autres planètes. Est-ce que ça se voit que je comprends pas pourquoi ce choix, pourquoi avoir fait comme ça? Je comprends pas moi à la fin. Je comprends pas comme... Enfin, je pense que j'étais basée sur une fin, une idée en fin de compte de comment pouvait se terminer l'histoire qui n'était pas du tout de finir sur d'autres planètes et d'avoir des fusées. Je pensais à une rébellion peut-être contre Goddard, un énorme truc, une énorme baston, une bagarre entre faucheurs, je sais pas, mais j'étais loin d'imaginer que l'histoire puisse se terminer dans des fusées pour partir sur d'autres planètes. Je comprends pas en fait. Et alors, il y a aussi une autre pépite dans cette histoire et dans ce roman et ce 3e et dernier tome, c'est que Goddard évidemment a pris le pouvoir de la communauté des faucheurs et
a récupéré encore une fois, et bien a mis en prison Rowan, puisqu'il a réussi à l'avoir à nouveau. Décidément il se fait prendre de tous les côtés le pauvre, vu qu'il n'est plus depuis longtemps sous l'immunité de Citra. Et bien Godard va décider de le brûler en place publique, en fin de compte, limite c'est ça, puisqu'il va créer une énorme fête, un énorme rassemblement avec plein de faucheurs, de plein d'endroits différents du monde, et va faire une méga prestation, hein, clairement, avec un énorme bûcher, quelque chose de génial, et une rediffusion en streaming évidemment, pour que tout le monde puisse savoir que Rowan va être brûlé. Je sais pas, je suis pas trop fan du fait qu'il y ait écrit à plusieurs reprises que ce sera une rediffusion en streaming. Je trouve ça étrange. Comme d'habitude, évidemment, eh bien, Rowan va encore s'en sortir encore une fois, puisqu'il y a un groupe de faucheurs qui va venir le sauver. Encore une fois, j'ai envie de vous dire. C'est incroyable, ce mec a pas de chance, parce que d'un côté il se fait toujours avoir, et de l'autre côté il a beaucoup de chance, parce qu'à la fin il se fait toujours libérer avant de mourir. Et alors, j'ai une autre question par rapport à ce groupe de faucheurs. Franchement, j'ai des doutes. J'ai des doutes, et pour ceux qui ont lu ce tome, j'ai besoin que vous m'éclairiez un petit peu sur l'histoire, parce que là, je ne sais pas quoi en penser. À un moment donné, mais juste une seule fois, il me semble qu'ils disent que Dame Curie, qui était censée du coup être morte à la fin du deuxième tome dans la catastrophe d'Andorra, va changer de nom et s'appeler Dame Pickford, et du coup n'est pas vraiment morte. Et elle fait partie du groupe qui a sauvé Rowan. J'ai besoin de savoir si c'est ce que j'ai compris. Est-ce que Dame Curie n'est pas vraiment morte et donc fait toujours partie de l'histoire? Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir fait reprendre sa place et puis la faire revoir Citra, Rowan et Maître Faraday, puisque c'est un groupe qui est hyper uni, donc pourquoi ne pas l'avoir fait reprendre sa place au sein de ce groupe? Pourquoi la garder secrète? Mais en fait j'en sais rien, parce que ça a été dit qu'une seule fois que c'était Dame Pickford, et du coup je suis un petit peu perdue, parce que Dame Pickford était du côté de Godard en fin de compte pendant toute une partie de l'histoire, et c'est vraiment à la fin de l'histoire qu'elle va aider Rowan. Donc à savoir si elle était peut-être au courant des faits et gestes de Godard, et qu'elle savait qu'à un moment donné il allait s'en prendre à Rowan et à Citra, et que c'était une façon de les secourir, mais de l'intérieur. Bref, j'ai pas compris. je comprends pas, j'ai beaucoup de questions sur ce personnage de Dame Curie qui en fait n'était peut-être pas morte, je ne sais pas du tout l'histoire. Et alors, à la fin de l'histoire, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais je pense que j'ai dû m'endormir, hein, parce que c'est pas possible. À la fin de l'histoire, on retrouve Citra et Rowan qui arrivent sur l'île de Nod. Donc l'île soi-disant cachée de toutes les cartes, l'île qui n'existe pas vraiment, et bien ils vont atterrir dessus cette île. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, voilà, je crois que j'ai dû louper un épisode, j'ai dû pas capter quelque chose là, parce que du coup, bah, il revoit Maître Faraday, il revoit tout le monde, et donc il voit aussi les fusées. Et alors, ils vont devoir faire un choix, parce que Godard a trouvé aussi cette île, je ne sais pas comment, bref, on arrête de se poser des questions dessus, et vont devoir faire un choix entre soit se battre contre Godard, ou partir en fusée et partir sur d'autres îles, faire leur vie, quoi. Et donc, eh bien, ils vont choisir, Maître Faraday va choisir de rester sur l'île des Faucheurs, et Citra et Rowan vont décider de partir dans une fusée pour partir sur une autre planète. Voilà l'histoire. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y a une autre intelligence artificielle qui a fait son apparition à un moment donné dans le livre, Cyrus, qui lui, du coup, n'est pas l'intelligence artificielle qui régit la planète, puisque bah, c'est le Thunderhead qui s'occupe de ça, mais lui il va gérer toutes les fusées, et du coup va gérer les autres planètes. Mais alors, moi je crois que j'ai pas compris le troisième tome. Clairement j'ai pas compris, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Après j'ai lu des avis. J'ai lu des avis sur le troisième tome, et je me suis dit mais je suis pas toute seule quand même. Je suis pas toute seule à avoir oublié de lire quand même la moitié du livre, ou ne pas avoir compris la moitié du livre. Et en fait non, il y en a beaucoup qui sont déçus de ce troisième tome parce que c'est pas la fin qu'ils attendaient. Je comprends totalement leur avis, c'est pas du tout la fin que j'imaginais non plus. Et ce qui est vraiment horrible, c'est que la première moitié du livre, sur un pavé quand même qui 700 pages quoi, sur la première moitié du livre, c'est... tout est bien fait, tout est logique, c'est très sympa. J'ai vraiment limite eu un coup de cœur sur le début du livre, et à partir de la moitié, la deuxième moitié, j'ai pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quels ont été les choix qui ont été faits par l'auteur. Je comprends pas en fait, je comprends pas cette histoire.
et je comprends pas la façon dont c'est fini et je trouve ça dommage parce que c'est une saga qui est juste géniale. Le premier tome a été un coup de cœur il y a 2 ans, le deuxième tome a été vraiment une très très belle découverte là. Et le troisième tome, bah, c'est bien dommage parce que le début était juste incroyable et que la fin, la fin quoi. Mais en tout cas, si vous avez lu la saga, si vous avez lu le troisième tome, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette fin parce que moi je suis un petit peu... je suis au fond du gouffre en fin de compte. Je l'ai terminé et j'étais sur le cul, je me suis dit mais je me suis endormie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas compris. On va laisser de côté cette histoire de la faucheuse parce que ça a été quand même une bonne lecture, je peux pas tout baser l'histoire sur la fin du troisième tome, mais c'est dommage, et c'est dommage cette fin, franchement c'est horrible, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais vous faire un petit point maintenant sur mon expérience de relecture. Comme je vous ai dit, c'était la première fois que je restais bloquée tout le temps sur une même saga, à lire que ça. Pendant un mois je n'ai lu que ça, et peut-être que c'est à cause de ça que j'ai pas tellement apprécié le troisième tome. Même si je pense que c'est pas que ça, hein. Clairement les choix qui ont été faits sont douteux et ça n'a pas grand chose à voir avec mon état mental d'avoir passé un mois à lire tout le temps la même chose. Mais je pense que ça a un petit peu joué dans le sens où j'étais peut-être moins concentrée sur la fin de l'histoire parce que ça faisait déjà un mois que je lisais cette histoire et que j'en avais un petit peu marre en fait d'être coincée dans le même univers. En fait au début je me suis dit que je savais pas trop si j'allais réitérer cette expérience de relecture parce que apparemment mon cerveau n'a pas trop kiffé le fait de passer du temps à rester bloqué et coincé dans un même univers. Comme je vous ai dit, hein, moi j'ai toujours eu l'habitude de laisser passer 1 an entre chaque tome parce que j'aime bien lire autre chose entre temps. Mais je dois bien admettre qu'il va falloir que je le refasse cette expérience avec La Passe Miroir puisque j'ai les 2 premiers tomes et pas les 2 derniers. Et comme c'est un univers hyper complexe avec des détails hyper importants dans les 2 premiers tomes, et bien j'ai pas le choix de les relire. Mais je les relirai pas d'un coup. Je pense que j'ai besoin de couper mes grosses lectures par des petites lectures. Par exemple, juste après le 3e tome de La Faucheuse, eh bien, je me suis lu un manga. Voilà, ça m'a pris juste une soirée de lire ce manga. Mais alors ça m'a fait du bien fou. Je pense que je referai cette expérience de relecture sur La Passe Miroir parce que ça va faire partie de mes obligations de fin d'année de finir cette saga et donc de me la relire. Mais je pense que je lirai un livre, un tome de la saga, je partirai sur une petite lecture, peut-être un manga ou peut-être un petit roman one shot à côté et je relirai le 2e. Bref, je ferai comme ça sera beaucoup plus facile pour moi pour digérer toute l'histoire. Je pense que voilà, c'était plutôt, je sais pas sur le coup si c'est cette expérience de lecture qui a été compliquée pour moi, mais c'est sûr que j'ai moins apprécié de lire les livres, j'avais l'impression d'être en fait emprisonnée dans cet univers et je préfère prendre le temps en fait de rentrer dans un univers, de le découvrir, le redécouvrir après plusieurs mois. Je préfère laisser un livre et du temps entre chaque tome que de tout me manger d'un coup parce que clairement j'ai pas tellement apprécié. Voilà. Je trouve que j'en ai trop eu dans la tête et je pense que là pour le coup c'était juste 3 tomes, mais imaginons je fais ça avec je sais pas moi les Harry Potter ou avec d'autres livres beaucoup plus imposants, je sais pas moi les The Mortal Instruments par exemple, eh bien je pense que je serais pas prête à me bouffer autant de livres d'un coup et à rester aussi longtemps dans un univers. Je pense que j'apprécierais pas tellement la chose, déjà qu'en 3 tomes j'ai pas tellement apprécié la chose. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà relu une saga entièrement, est-ce que vous êtes resté plongé dedans H24 ou est-ce que vous avez lu des petites histoires entre temps. J'aimerais savoir votre ressenti sur la relecture, est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou non, et me dire pourquoi. Et si vous avez lu cette saga La Faucheuse, me dire ce que vous en avez pensé et me dire si vous avez compris la fin. Voilà, surtout ça, je pense que j'ai besoin d'être éclairée sur la fin de cette histoire. Moi de mon côté j'espère que cette vidéo n'aura pas duré une éternité et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.